Famille, justice, enfance. Aujourd'hui encore avec David Vincent. David Vincent, aujourd'hui, émission technique, tactico-technique, juridique. Nous allons parler placement, nous allons parler juridique. Nous allons parler de l'articulation notamment d'entre le JAF et le JDE. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Vous avez un juge aux affaires familiales, vous avez un juge des enfants. Il y en a un qui est au civil, l'autre qui a un pied au civil, l'autre au pénal. Ils se renvoient souvent la balle, personne n'y comprend rien. Il est temps de débroussailler tout cela, d'expliquer comment ça fonctionne, d'où ça vient et pourquoi. David, bonjour. Bonjour Stéphane. Explique-nous un petit peu comment en est-on arrivé à avoir cet hydre à deux têtes qui s'occupe de nos familles et de nos enfants à deux têtes et qui, comme d'habitude, et qui se marche aussi souvent sur les pieds. Alors, comment ça fonctionne et comment en est-on arrivé là? Alors, comment on est arrivé là? Il faut remonter dans l'histoire des juridictions et du droit pour comprendre ce qui s'est passé. Je vais redescendre assez loin puisque je vais commencer en 1912. En 1912 est instauré le tribunal pour enfants et adolescents, qui deviendra plus tard l'actuel tribunal pour enfants. D'accord? Donc on crée le tribunal pour enfants et adolescents, mais il n'y a pas de juge spécialisé. Ce sont les juges du tribunal normal là qui viennent. C'est un tribunal virtuel si tu veux. C'est au sein même de l'organisation judiciaire, on va créer un tribunal pour enfants et mineurs, enfants et adolescents. Tout comme aujourd'hui, on a le tribunal de commerce ou on a le tribunal de civil. Mais en fait, on a un tribunal judiciaire, soit civil, soit pénal. On a un tribunal administratif et puis à l'intérieur, ce sont des sous-branches, si tu veux. Et donc, le tribunal pour enfants et adolescents était le premier tribunal spécialisé, donc qui s'occupait des enfants. Évidemment, des enfants délinquants. On va dire qu'en 39 et 45, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. En 45, on crée un juge spécialisé. Voilà, avec l'ordonnance de 1945, on crée un juge spécialisé qui s'appelle le juge des enfants. Et donc, c'est celui que l'on connaît aujourd'hui. Donc, à l'époque, il faut bien comprendre qu'il n'y avait pas 35 juges. Hein. On avait le juge de droit commun, le juge de droit commun, donc le juge de paix, tout simplement. On avait le juge d'instruction. Puis on avait un juge, alors je me rappelle jamais vraiment de son nom, mais c'est un peu l'origine de ce qu'on va voir arriver plus tard, à savoir le tribunal de commerce. C'était le juge du registre financier, un truc comme ça. Donc on se retrouve avec un juge de paix qui s'occupe de tout, mais de tout. Le divorce, l'urbanisme, les conflits, les litiges, tout, il s'occupe de tout. Et on crée un juge spécialisé qui s'appelle le juge des enfants. À ce moment-là, il est pénal. Donc, il s'occupe des enfants délinquants et des enfants criminels. Sauf qu'il y a un trou dans la raquette. Qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont, comme les travaux parlementaires, les travaux de l'époque le soulèvent, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on appelait les prédélinquants? Le problème, c'est qu'il n'y avait rien. Donc, la prédélinquance, il n'y a rien. Donc, De Gaulle arrive en 58 avec son ordonnance, le 23 décembre 58, et il élargit le pouvoir des juges des enfants en créant au civil l'assistance éducative, en disant, si la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de l'enfant est compromise, les enfants de moins de 21 ans, attention, à l'époque, c'était moins de 21 ans. Oui. Et compromise, le juge, il peut ordonner des mesures d'accompagnement, d'éducation ou de rééducation. Donc, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait en réalité? On étend le pouvoir du juge des enfants à tout ce qui touche à l'infraction de la loi par un enfant. Donc, à ce moment-là, il est pénal. Mais ça va plus loin, parce que c'est également tout ce qui concerne les actes de l'enfant qui sont, on va dire, pas forcément pénalement répréhensibles, mais qui pourraient être une infraction à la loi civile. Exemple, le devoir d'assiduité à l'école, le fait de faire l'école buissonnière, tout ça, c'est pas du fait du parent. Donc, on a basculé, si tu veux, le juge des enfants dans une situation où tout ce qui est de type infraction à la loi, commis par un enfant, arrive sur son bureau. L'ordonnance de 58, elle avait 2 articles très intéressants à étudier, 3 pour être précis. Le premier nous disait donc que le juge des enfants peut être saisi par le père ou la mère qui n'a pas la garde. Garde bien ça en tête. Ensuite, le deuxième article, c'est le 376-1 de l'époque, qui disait que le juge des enfants peut, pendant l'enquête, confier l'enfant à l'autre parent qui n'en a pas la garde, à la famille ou à une institution. Je la fais simple. Et le deuxième article, qui était le 379, avant la réforme qui va arriver, c'est un article qui disait, une fois que tu as fini ton enquête, tu vas rendre une décision définitive, donc le juge peut remettre, le juge décide à qui il remet l'enfant. Et il peut le remettre donc aux parents, n'importe lequel, il peut le remettre à la famille, comme il peut le remettre à une institution. À ce moment-là, il faut bien comprendre une chose. Premièrement, on est encore dans ce qu'on appelle la puissance paternelle. C'est pas encore l'autorité parentale, c'est pas encore l'égalité homme-femme. On est dans la puissance paternelle, qui avait été créée d'ailleurs en 1803 par Napoléon. 68, et on est avant la réforme, les grosses réformes. On est avant tout ça. Donc, vu que
ça va arriver juste après. Donc, si tu veux, en 58, quand il crée cette ordonnance qui fait loi, donc, le juge se retrouve, au moment où il voit cette loi, il dit, mais attends, mais c'est merveilleux cette loi. Enfin, cette ordonnance. Mais ça fait office de loi. C'est merveilleux cette loi, parce qu'en fait, ce ne sont pas seulement les enfants qui sont en infraction avec la loi, on ne va pas s'occuper seulement de ces enfants-là, on va pouvoir également s'occuper de tous les enfants qui sont par exemple en situation d'orphelinat, on va pouvoir donc les mettre sous tutelle de l'ASE. On n'a pas de limite dans le temps à ce moment-là, je veux dire, le juge n'a pas de limite dans le temps pour ses décisions, pas comme aujourd'hui où il est limité à 2 ans. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas de limite dans le temps pour ses décisions. Donc le juge des enfants, il pouvait, 1, faire une enquête, 2, donc prendre une mesure provisoire, et évidemment, droit derrière, prendre une décision définitive. Et donc, les juges y ont vu une autre opportunité qui est celle de modifier les décisions du juge du divorce. À l'époque, il n'y avait pas de juge dédié au divorce en 58. D'accord ? Donc, si tu veux, en 58, De Gaulle, avec son ordonnance... Mais non, puisqu'on divorçait pas, c'était exceptionnel. Alors, les divorces étaient prononcés par le juge de paix. Oui, mais c'était exceptionnel, ça méritait peut-être pas un poste dédié, parce que... Absolument. C'est épiphénomène, voilà. Absolument, mais c'était voilà. Mais si tu veux, surtout qu'à l'époque c'était pas mal vu, surtout de divorcer, hein, quoique c'était en train de se développer. Voilà, ça se faisait très peu. Voilà. Donc si tu veux, en 58, De Gaulle n'a pas seulement élargi le pouvoir du juge des enfants dans sa casquette, si tu veux, de pénal, en se disant, je vais aussi m'occuper de tout ce qui n'est pas forcément crime ou délit. En fait, les magistrats eux, ont perçu l'opportunité de se dire, mais attends, en fait, on devient nous les juges des enfants, on devient juge du miracle, c'est-à-dire que toute situation d'un enfant, on peut la régler définitivement. Un enfant devient orphelin. On peut donc le mettre sous tutelle de sa famille ou d'une institution de charité ou de l'aide sociale à l'enfance qui ne s'appelait pas la LASE à l'époque. C'était l'aide publique, mais c'est pas grave, c'est pareil. Donc, si tu veux, le juge avait les pleins pouvoirs que de rendre une décision définitive qui allait donc conditionner l'avenir de l'enfant. D'accord ? Garde bien ça en tête. En 70, on réforme la puissance paternelle en autorité parentale. Donc, c'est là que les femmes, premièrement, ne sont plus sous la tutelle de leur mari ou de leur famille, parce qu'avant ça, elles étaient sous la tutelle de leur famille, puis de leur mari. Donc là, elles obtiennent effectivement l'égalité homme-femme en matière familiale, notamment en matière de droits parentaux. Le père n'est plus le tout-puissant le tout-puissant qui était hérité du droit romain d'ailleurs, où il était le souverain familial. Même le juge ne pouvait rien faire sans son accord, faut le savoir. Là, on réforme les choses, il n'est plus la puissance absolue, c'est égalité homme-femme, mais on n'a toujours pas créé de juge du divorce. Le juge du divorce, il arrive en 75. En 75, on crée le juge aux affaires matrimoniales. Et donc là, on se retrouve avec 2 juges en compétition. Et comme justement la réforme de 70... Simultanément, c'est là qu'il y a l'explosion des divorces et les premières générations d'enfants de parents divorcés. C'est à cette époque-là. Voilà. C'est à cette époque-là. Et donc, attention, parce que quand on réforme la puissance paternelle en 70 en autorité parentale, on va également modifier les articles, on va réformer également les articles. Ah, j'ai un avion qui me passe au-dessus de la tête. Tant qu'il lâche pas de bombe, ça va. Bon. Ça va. Donc, quand on réforme en 70 la puissance paternelle à l'autorité parentale, on réforme également les articles relatifs à l'assistance éducative, qui étaient à l'époque les articles 375 à 382, ou 381, c'est pas grave. Et en fait, ce bloc d'articles-là, on va les mettre dans le 375 et suivant, donc 375-1, -2, -3, -4, pour faire la place à d'autres matières qui reviennent au juge du divorce d'ailleurs par la suite, que seront par exemple les tutelles ou l'autorité parentale, ou enfin bref. On réforme tout ça. Donc à ce moment-là, si tu veux, quand on crée le juge aux affaires matrimoniales en 75, on a 2 juges en concurrence sur les droits parentaux. On a 2 juges en concurrence. Mais comme la réforme de 70 a dit que dans l'assistance éducative, le juge des enfants peut intervenir en cas de danger survenu après le divorce, et les juges ont vu là l'opportunité de dire, puisqu'effectivement, suite au divorce, il y a malgré tout un conflit parental, voilà pourquoi ils adorent venir vers le juge des enfants avec le mot conflit parental, en fait, le juge des enfants, il pouvait modifier la décision du juge du divorce et dire, le juge du divorce a peut-être mis le gamin chez papa, moi je vais le mettre chez maman. Et je rends ma décision, merci, au revoir, on modifie la décision du fond. C'était une décision rendue définitive. Et ça a perduré, si tu veux, de manière tout à fait cohérente avec les textes, jusqu'en 94. Pourquoi en 94 ? Parce qu'on réforme à ce moment-là, le juge aux affaires matrimoniales devient le juge aux affaires familiales. Il ne s'occupe plus seulement du divorce, il s'occupe de tout ce qui a trait à la famille. Donc y compris les relations, par exemple, entre les grands-parents et les enfants.
des parents qui ne veulent pas que tel grand-parent voit tel enfant, bah, le juge d'affaires familiales peut en décider autrement. C'est lui qui peut fixer des règles. Donc il s'occupe de la Attends, donc si je comprends bien, le JDE était là de manière historique et c'est le JAF qui est apparu au fur et à mesure et qui a étendu son champ de compétences. Alors en fait, c'est même plus vicieux que ça. C'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, les magistrats, donc les juges des enfants, ont perçu la possibilité par les textes de s'octroyer des pouvoirs que aucun juge n'avait. Donc ils se sont octroyés les pouvoirs par défaut de juge compétent. C'est plutôt ça qu'il faut voir. C'était par défaut de juge compétent. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, parce que le JDE arrivant souvent en deuxième, quand tu passes par la case divorce, on a l'impression que c'est lui qui s'immisce, mais en fait, c'est le JAF qui est arrivé après le JDE et qui a un champ de compétences démesuré, en fait. Le déséquilibre, c'est le JAF qui l'a créé, c'est pas le JDE. Alors, c'est pas le JAF, c'est le législateur qui a créé justement un juge spécialisé dans la famille. C'est le législateur qui a créé le périmètre du JAF qui, en fait, chevauche du JDE qui était déjà existant, d'où le déséquilibre qu'il y a aujourd'hui. D'accord. Mais rappelle-toi qu'à l'origine, le juge des enfants, il est pénal. C'est parce que justement, il y a eu la réforme de Gaulle qui a élargi à toutes les infractions qu'un mineur pourrait commettre à la loi civile ou pénale. C'est dans ce texte-là que les juges y ont perçu l'opportunité de devenir également le juge. C'est effectivement au niveau pénal et répressif. Ouais. Voilà, mais par le texte de Gaulle, ils y ont perçu une interprétation qui leur a permis de dire on ne fait plus seulement de l'infraction du mineur, on fait également de la mise sous tutelle, parce que le texte nous le permet. Alors, ils ont dévoyé le texte, mais le texte leur permettait. Donc, ils devenaient le juge de la tutelle. Donc, il devenait également le juge alors pas du divorce, mais des droits parentaux, post-divorce. Tu vois? Le juge de l'orphelin. Il devenait le juge de... En fait, il porte bien son nom à ce moment-là, en 58, le juge des enfants. Dès qu'il y a un dossier où il y a le mot enfant dans l'affaire, hop, ça part chez le juge des enfants, c'est logique. Tu vois? Seulement, le droit de la famille se réforme à partir de 70. Le législateur, lui, ne voit pas que le juge des enfants s'immisce dans une matière, si tu veux, qui est en voie de développement, qui est le droit de la famille. En 94, le juge aux affaires familiales récupère tout ce qui a trait avec la famille. Mais attends, c'est pas terminé. Parce qu'en 2010, il récupère la tutelle aussi. Depuis 2010, le juge aux affaires familiales, il exerce la fonction de juge des tutelles. C'est-à-dire que le juge des tutelles, c'est pas un juge dédié qui ne fait que ça. C'est une fonction qui est exercée par le juge des affaires familiales. Donc, si tu veux, en 2010, c'est terminé le juge des enfants. Il peut plus mettre sous tutelle. Tu vois? Donc, historiquement, il pouvait, depuis 58, il pouvait mettre sous tutelle. Mais ça va se compliquer encore un peu plus parce que comme on a réduit petit à petit le pouvoir du juge des enfants, c'est je crois en 86, à vérifier, mais de mémoire, dans cette zone-là, on commence à lui dire, attends, si tu mets un gamin en institution, ta décision n'est valable que 2 ans. C'est là qu'ils ont commencé à se dire, puisque c'est valable 2 ans, je reste en mesure provisoire, puis je vais renouveler, puis je vais renouveler tous les 2 ans. Puis à un moment, on lui a dit, bon, et c'est là qu'il s'est dit aussi, mais si c'est que les enfants que je place en institution, ça ne touche pas les décisions que je modifie sur les droits parentaux des parents divorcés. Donc là, je peux continuer à prendre une décision définitive. C'est plus tard pour la limiter. Le juge des tutelles, il arrive à ce moment-là? Mais si tu veux, les tutelles, elles existent depuis longtemps. Oui. Mais avant le juge des enfants, c'était le juge de paix qui s'en occupait. En fait, si tu veux, avant qu'il y ait le juge des enfants, on va dire quand on remonte au 19e siècle, voire même au 18e, tu allais dans un tribunal, tu avais un juge. C'est pas comme aujourd'hui, on a la spécialisation du juge de ceci, du juge de cela, t'as la cour des prud'hommes, t'as le juge d'instruction, t'as le juge des libertés des détentions, t'as le juge aux affaires familiales, t'as le juge de je sais pas quoi, je veux dire, aujourd'hui on a fait des spécialisations. En fait, si tu veux, c'est pas plus mal parce que vu que le corpus juridique a quand même grossi, il y a personne aujourd'hui en France qui peut maîtriser le corpus juridique complet. C'est pas possible. Je veux dire, je sais plus combien on a de dizaines ou de centaines de milliers de lois et je sais pas combien de milliers, de centaines de milliers, c'est pas bientôt des millions de décrets. Ah, on est à 1,20 m en Arial 12, je crois. Mais bon, c'était... Voilà. Et je te parle même pas des arrêtés, puis t'as encore les circulaires, puis t'as encore, je veux dire, c'est impossible aujourd'hui. Et les modifications des arrêtés qui prennent, je modifie la loi tant en citant les mots qu'ils inversent et qui changent. Donc c'est incompréhensible.
Voilà, donc il n'y a personne. Donc c'est pour ça qu'on a spécialisé de plus en plus les choses. Jamais même les avocats se spécialisent. Tu vois, ils sont obligés, ils peuvent pas tout connaître. C'est pas possible. Donc à l'époque, c'était plus facile. Il y avait moins de droits, il y avait moins de lois, il y avait moins de règles. T'allais dans un tribunal, t'avais un juge. Dans un tribunal, t'avais un petit tribunal de province, t'avais peut-être un juge ou deux, ou peut-être trois. Puis dans les tribunaux de Paris, t'avais peut-être, je sais pas moi, 200, 300 juges. Tu vois. Mais t'avais pas un juge dédié à des trucs. Et donc, quand ils ont créé le juge des enfants en 58, c'est là qu'a commencé, si tu veux, le problème. C'est que ce magistrat spécialisé a vu dans les textes la possibilité de devenir, en plus, le juge des droits parentaux post-divorce et également le juge de la tutelle. Et en fait, c'est parce que le droit de la famille s'est développé et que le juge des enfants a récupéré tout ça qu'aujourd'hui, il y a une concurrence. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs l'arrêt du 20 octobre 2021. C'est pour ça que c'est très important de comprendre l'articulation du juge des enfants et des juges aux affaires familiales. Parce que depuis la réforme, en tout cas de 2007, et depuis même l'arrivée du JAF, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le juge des enfants, il fixe les droits de visite et d'hébergement lorsqu'il prononce une mesure de placement. Comme le juge des enfants doit fixer les droits de visite, les droits d'hébergement, les droits de correspondance lorsqu'il prend une mesure de placement, ça veut donc bien dire que la décision du juge aux affaires familiales est suspendue. Elle n'a plus d'effet. Ce n'est plus du tout la décision du JAF qui va régler les relations parents-enfants. Et quand je dis parents, ça peut aller jusqu'aux grands-parents, les oncles, les tantes. Donc parents au sens large, au sens famille. C'est le juge des enfants qui fixe les droits de visite, les droits d'hébergement, les droits de correspondance lorsqu'il prononce un placement. Donc c'est vers ce juge qu'il faut aller pour demander des droits quand on est un grand-parent, quand on est un oncle, une tante, un frère devenu majeur, une sœur devenue majeure, un cousin, une cousine. Voilà, c'est le juge des enfants qui a la main sur les droits de visite, de correspondance et d'hébergement de l'enfant. C'est lui qui a la main. Dès le moment où il lève le placement, c'est la décision du juge aux affaires familiales qui reprend le pouvoir. Dès qu'il prononce une AEMO, par exemple, c'est le JAF qui continue à s'appliquer. Et ça, c'est pas compris. Alors, les juges des enfants, pour continuer à maintenir les droits de visite sous leur contrôle, ils adorent prononcer ce qu'ils appellent le placement à domicile. Sauf que le placement à domicile, la Cour de cassation nous a dit l'année dernière, en 2024, niet. C'est terminé. Ça, en fait, ça n'a jamais existé. Le juge ne peut pas prendre cette mesure. Elle n'existe pas dans les textes. Elle n'existe pas. Ils le font quand même. Hein. Je continue à en voir. Mais là, c'est un excès de pouvoir du juge. Je veux dire, il prononce quelque chose qui n'existe pas. Il prononce quelque chose qui n'existe pas. Le juge, il a deux mesures. Oui, mais là, on comprend mieux, si tu veux. C'est une bagarre de périmètre entre le JAF et le JDE. Tu as le JAF qui dit autorité parentale, droit de visite, machin et tout. Le JDE dit oui, mais moi, je prends la main. S'il y a un placement, je fais un placement là où je veux et donc je prends la main. Voilà. Voilà. Sauf qu'historiquement, je reprends l'histoire, rappelons-nous, lorsque justement il y avait un problème, le juge, il prenait le gamin, il le mettait par exemple chez l'autre parent, il faisait son enquête. À la fin de l'enquête, il disait je prends ma décision. Tu restes chez ce parent ou tu retournes chez le premier. Et game over, terminé. Tu vois ? Parce que la mesure d'action éducative en milieu ouvert, c'est quoi ? C'est pour éduquer ou rééduquer un enfant qui a été en infraction avec la loi. C'est quand la moralité de l'enfant est en danger. C'est pas pour venir reformer les parents comme ils le font aujourd'hui. C'est pas du tout pour ça. C'est devenu de l'accompagnement de conflits, c'est devenu de la rééducation parentale, c'est devenu tout, sauf effectivement ce que tu viens de dire. Et oui, il est là le problème, tout est dévoyé. Donc, quand l'enfant avait besoin d'être mis sous tutelle, quelle que soit la raison, il est mineur non accompagné, il devient orphelin parce que les parents ont un accident de voiture par exemple, les parents se voient déchoir de leur autorité parentale immédiatement, ils partent en taule pour 30 ans pour des crimes, voilà. Si tu veux, le juge des enfants à l'époque, il avait tous les outils. Il disait, la situation elle est claire, nette, précise, moi je peux, l'enfant en infraction, je sais ce que je peux faire une mesure d'action éducative en milieu ouvert, donc au lieu de l'envoyer en taule ou on va faire un milieu ouvert, ok, très bien, c'était à ça que servaient les mecs à la base. C'était des prisons ouvertes pour les enfants. C'était pour ça. Et après, on a élargi le truc. On s'est dit, puisque le boulot, c'est d'éduquer les enfants, les orphelins, c'est très bien. Donc, les mineurs accompagnés, c'est pareil. On prend les enfants, on les place à l'ASE. Je les mets sous tutelle de l'ASE. Merci, au revoir. Mais depuis que le juge des enfants se voit limité dans le temps, dans ses mesures, il faut comprendre que du coup, il n'est plus le juge décideur. Il n'est plus qu'un juge d'urgence. Il n'est plus qu'un juge d'urgence dans toutes les matières qui lui ont échappé aujourd'hui, puisqu'elles sont revenues entre les mains du juge aux affaires familiales. C'est aujourd'hui, le juge des enfants ne devrait revenir que sur un périmètre d'infraction de l'enfant. Le reste, c'est le juge aux affaires familiales qui devrait s'en occuper. On n'a pas besoin de plus de juges des enfants aujourd'hui.
En réalité, on devrait avoir besoin de plus de juges aux affaires familiales. Parce que les sociaux qui viennent en disant « il y a un conflit parental prégnant », mais le juge des enfants ne va pas régler le problème. C'est le juge aux affaires familiales qui va le faire. Jusqu'en 94, le juge des enfants pouvait le faire. Mais il ne peut plus le faire. Il ne peut plus. Le mineur non accompagné, l'orphelin, le juge des enfants, à l'époque, il pouvait prendre une décision définitive en disant je te mets sous tutelle de l'ASE ou carrément je te rends à ta famille, puis je nomme en tant que tuteur disposant de l'autorité parentale ton grand-père, ta grand-mère, ton oncle, ta tante, enfin peu importe, voilà, je te remets dans ta famille, je prends une décision définitive, merci, au revoir. C'était pas de l'assistance éducative là, c'était de l'affaire familiale. Tu vois? Mais depuis que le juge aux affaires familiales est entré et a repris son périmètre, en fait, le juge des enfants, il contourne tout. Il contourne tout et c'est pour ça que plus personne n'y comprend rien. Le conflit parental n'a rien à faire devant le juge des enfants. Rien. C'est pas son périmètre. Ouais, et pourtant, c'est aujourd'hui un très très grand nombre des motifs de placement. Mais bien sûr, parce que personne n'y comprend plus rien et tout le monde fait n'importe quoi. C'est aussi simple que ça. Enfin, moi, je le vois dans mes dossiers. Alors, j'ai une constatation sociologique, moi aussi, depuis le temps que j'interroge divers acteurs de cet environnement. Et tu viens de me le confirmer encore une fois. Je constate la difficulté qu'il y a à légiférer et à instaurer des modes de fonctionnement, des conventions, des lois qui soient réellement appliquées telles qu'elle a été voulu par le législateur, par les juges. C'est quand même super dur de leur faire des trucs. Si tu veux, le problème, il est au niveau de la formation et de l'intérêt que chacun va avoir dans son métier. Moi, je vois, j'ai eu un dossier dans lequel le directeur de foyer est quelqu'un qui avait été formé il y a plus de 30 ans en arrière et qui n'était pas au courant qu'il y avait eu des réformes qui, justement, la loi de 2007, qui a réformé la DAS en ASE, il faut bien comprendre qu'elle a mis quand même... c'est quand même bien précisé que le parent qui a un enfant placé continue à exercer l'autorité parentale. Oui, mais regarde, à chaque l'ancienne pratique, l'ancienne pratique et l'ancienne formation des sociaux, notamment dans les années 90, on leur disait, si le juge des enfants te confie le gamin, c'est que le parent n'a plus l'autorité parentale. Faut bien comprendre ça, c'est resté ancré dans la tête des sociaux. Si l'enfant est confié à l'ASE, les parents n'ont plus l'autorité parentale. C'est ça qu'on leur a mis en tête. Mais c'est totalement faux. En fait, l'ASE n'est qu'un système gardien. C'est un hôtel. Point barre. On nourrit, on loge le gamin, on l'amène à l'école. Mais pour le reste, c'est pas à eux de se substituer à l'autorité parentale. En rien. Le choix des médecins, le sport, c'est pas à eux de se substituer à ça. Mais comme si tu veux, la formation des sociaux n'a pas été mise à jour. Eh ben, ils continuent d'appliquer des vieux mécanismes. Donc, quand tu as des directeurs aujourd'hui des directeurs territoriaux au département ou des directeurs de MEX qui considèrent que, comme le gamin est placé, le parent n'a plus l'autorité parentale, mais c'est grave. Mais ça explique leur comportement, en revanche. Oui, non, mais ça, on l'avait bien décrit aussi dans le bouquin, c'est la segmentation des intervenants qui travaillent pas ensemble pour des formations différentes. En attendant, moi, à chaque fois que je vois des mouvements, des tentatives de lobbying, de pétitions, de création de lois. Ils sont reçus à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Ils sont reçus même pour la santé, tout ça, le ministère des Affaires sociales, il n'y a aucun souci. La justice, par contre, elle entend qu'il y a un truc, mais elle n'écoute pas. Et le seul mot qu'ils ont, c'est l'indépendance. Et toi-même, tu es en train de dire, à chaque fois qu'il y a un texte ou une loi, elle est dévoyée parce qu'ils y trouvent la manière de faire et autres. Moi, je constate qu'aujourd'hui, dès qu'on fait une PPL, on en est vraiment à peser chaque mot pour limiter le pouvoir d'interprétation du juge, parce qu'on a du mal à imposer que la volonté du législateur, donc celle du représentant du peuple, soit réellement appliquée dans les tribunaux. Je constate, c'est tout. Oui. Mais oui. Alors, j'ai un mot justement qui est totalement en sujet, c'est le mot danger. Le mot danger est arrivé dans la loi de 70. Le mot danger du 375 du Code civil, c'est la santé, la sécurité, la moralité sont en danger. D'accord ? Bon. En fait, le mot danger, il vient d'où ? Il vient d'une décision de la Cour de cassation en 65. D'accord ? C'est la Cour de cassation qui a appliqué la logique suivante, puisque, donc à l'époque, le texte était la compromission. Attention. Donc, la Cour de cassation a dit, effectivement, puisque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation de l'enfant sont compromises, alors l'enfant est en danger. C'est ça qu'elle a dit, la Cour de cassation. D'accord ? Donc, le législateur derrière, il a repris le mot danger. Mais le mot danger veut bien dire qu'il découle, selon la logique de la Cour de cassation, d'une compromission. Et donc, c'est pour ça que la Cour de cassation n'arrête pas de nous dire en assistance éducative que le danger doit être avéré, il doit être caractérisé, il doit être
actuel ou imminent. Il ne peut pas être hypothétique. Le problème, c'est que dans le monde médico-social, c'est que la loi n'est pas faite par les juges. La Cour de cassation fait des jurisprudences qui sont souvent reprises, mais elle n'est pas législateur. Le législateur, c'est le député. Donc il y a un problème de séparation. Attends. Le législateur a repris justement le mot danger dans la loi de 70 lorsqu'il a fait la réforme de la puissance paternelle. Mais je peux petit Montesquieu un petit peu. Bien de temps en temps. Donc, ouais, l'esprit des lois, par exemple. Donc, le législateur substitue du coup, il reprend le mot danger pour la santé, la sécurité et la moralité. Il garde la compromission pour les conditions d'éducation. Il rajoutera plus tard du développement physique, affectif, intellectuel et social dans la compromission. Mais le mot danger veut bien dire ce que ça veut dire. Le mot danger veut dire que ça résulte d'une compromission. Donc, ok, c'est compromis. Et donc, le fait que ce soit compromis veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas hypothétique. Et c'est là, si tu veux, que les sociaux ont un problème parce que eux, dans leur vocabulaire à eux, le mot danger, c'est qu'il peut y avoir une issue fatale. C'est une hypothèse. Et donc, si tu veux, dans le monde médico-social, comment ça? Tu t'allumes une cigarette, c'est ta première cigarette de ta vie. Ah, mais tu risques un cancer. Donc, tu fumes une cigarette, tu te mets en danger. Mais pour le juridique, le danger doit être établi, caractérisé, doit être avéré, doit être présent ou imminent. C'est pas une hypothèse. Tu vois? Et c'est là qu'on a un problème de communication. Un enfant de 11 ans qui allume sa première cigarette, je dis qu'il est en danger. Mais bon, c'est une question de point de vue. Hein. Oui, non, ça d'accord. Il est en danger, si tu veux, dans le temps. Oui. Mais le danger en juridique, il doit être imminent, actuel ou imminent. C'est pas un truc qui peut arriver dans 10 ans. Tu vois? Donc c'est pour ça que personne n'y comprend rien. Donc ce que je voulais vraiment mettre en avant, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les juges aux affaires familiales, ils doivent statuer lorsqu'on les saisit, ils doivent statuer sur les droits parentaux, même si le gamin est placé. Ils doivent statuer, ne doivent pas se remettre au juge des enfants, parce que c'est plus leur rôle. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que comme le juge aux affaires familiales, c'est lui qui décide des modalités des droits parentaux. Il doit statuer lorsqu'on le saisit et il ne peut pas se remettre au juge des enfants en disant puisque les enfants sont placés, j'ai pas besoin de statuer. Si, il faut que tu statues. Tu es dans l'obligation de le faire. Et d'ailleurs, c'est l'article 375-3, il y a un alinéa là-dessus, toutefois, donc lorsque le juge des affaires familiales est saisi, et le paragraphe est assez gros, l'alinéa est assez gros, et c'est l'avant-dernière phrase de ce paragraphe qui dit bien que le juge des affaires familiales n'est pas tenu par les décisions du juge des enfants. Donc, il doit statuer, il doit fixer les droits parentaux, même si les gamins sont placés. Parce que le juge des enfants, le jour où il lève la mesure, c'est la décision JAF qui s'applique. Donc, s'il y a déjà une décision JAF avant le placement, elle reprend son pouvoir au moment de la levée de la mesure de placement, même s'il y a une AEMO. Et s'il n'y avait pas de décision JAF avant ou qu'elle ne convient pas aux parents, au milieu, on peut saisir le JAF, même s'il y a placement, on peut saisir le JAF pour faire modifier les décisions qui deviendront en vigueur au moment où le placement est levé par le juge des enfants. C'est pour ça que le juge des affaires familiales est extrêmement important. Extrêmement important. Et il ne doit pas se remettre au juge des enfants. Voilà. D'accord. David, on comprend un peu mieux, surtout lorsqu'on sait que dans chaque tribunal, la loi est rendue différemment, que tu nous confirmes, et qu'on le voit tous d'ailleurs, que chaque juge a sa manière de faire. Ça ne va pas être facile de réformer l'institution judiciaire et le ministère de la Justice. Je crois qu'on a encore quelques temps difficiles devant nous, mais c'est bien de comprendre où nous sommes et surtout pourquoi nous en sommes là. Moi, j'aime beaucoup avoir un regard historique dans mes études sociologiques, en fait. Pourquoi est-ce que nous en sommes là? Je te remercie beaucoup pour tes explications. Est-ce que tu peux nous rappeler comment on te trouve et comment on te joint? On me trouve par email, droit au singulier.aze @hotmail.com, tout simplement. Bon. droit.aze@hotmail.com. Écoute, j'espère que toi et les tiens passeront d'excellentes fêtes de fin d'année, ainsi que tous les auditeurs. Puis je vous dis à très bientôt, parce que je pense que toi et moi, on a encore beaucoup de choses à discuter et à expliquer à tout le monde. À bientôt, au revoir. À bientôt, merci. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.